tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis très content de nous emmener avec moi chez Helix Aero à Toussul-Noble. On va rencontrer Olivier qui va nous présenter son école, la formation PPLH. Ensuite il va nous présenter l'hélicoptère sur lequel je vais voler pour ensuite terminer par le vol en simulateur. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui, absolument. Donc, Olivier Descharreaux, j'ai 44 ans et je suis instructeur de vol hélicoptère. J'ai commencé ma formation de pilote par un pilote privé il y a maintenant 17 ans. Et donc je suis dans le milieu de l'hélicoptère depuis 17 ans. Et après une formation de pilote privé puis pilote professionnel, j'ai fait une formation d'instructeur. Et ensuite, 6 ans après, avec mon confrère et associé Benjamin Touillez, on a construit et ouvert cette société qui s'appelle Helix Aero et qui a pour but de former des pilotes. Quelles sont les différentes formations qu'on peut retrouver justement chez Helix Aero? Alors, chez Helix Aero, on va principalement former des pilotes à titre privé et à titre professionnel. Ce sont les deux grandes formations que nous proposons. C'est ouvert à évidemment tout public pour la partie privée et tout public également pour la partie professionnelle qui aura une visée à devenir pilote professionnel et donc à rentrer dans ce milieu formidable du pilotage de l'hélico. Donc c'est les deux grandes formations qu'on propose. On est également habilité à faire des formations complémentaires. Peut-être qu'on abordera après, et qui sont des formations comme par exemple la qualification à pouvoir se poser un peu partout où on veut. C'est surface, exactement, ce qu'on appelle l'hélisurface, ou l'habilitation à se poser en zone exiguë, c'est la même chose. Justement par rapport à ça, est-ce qu'il faut être majeur pour commencer sa PPLH? Alors non, et je peux citer quelques exemples, au moins un qu'on a pu avoir. On a eu un jeune homme et une jeune fille qui avaient tous les deux 13 ans et demi lorsqu'ils ont commencé. Alors ça c'est pas encore terminé pour la jeune fille, mais ça c'est terminé pour le jeune homme qui à ses 19 ans ensuite a obtenu son PPL. Donc c'est un parcours qui s'est fait sur un temps long, oui. Mais c'était pensé un petit peu comme ça. Et ça peut être très adapté dès qu'on est adolescent, si on a l'envie. En fait, c'est possible. Il n'y a pas de limitation d'âge, ce serait plus une limitation physique pour pouvoir tenir les commandes de vol et atteindre notamment le palonnier qui se trouve des fois un petit peu loin si on n'est pas de grande taille. Mais réglementairement, on peut retenir que la formation est ouverte à tous et n'a pas d'âge pour débuter. Il y aura un âge pour effectuer son premier vol seul à bord, qui s'effectue pendant la formation, et qui est de 16 ans. La licence, elle, peut s'obtenir PPL à partir de 18 ans. Okay. J'ai dit, je crois, 18 ans, c'est 17 ans. 17 ans, 17 ans pour l'obtention de la licence PPL. On peut piloter un hélicoptère avant de savoir piloter savoir conduire une voiture. Tout à fait. Okay. Et 18 ans pour le CPL, donc pour la formation professionnelle. Oui. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on aborde comme sujet pendant la formation théorique? Alors c'est très large, que ce soit pour le PPL ou le CPL, on va retrouver à peu près les mêmes sujets. C'est tous les sujets qui concernent le pilote. Alors on pense bien sûr au pilotage en lui-même, donc on va pouvoir parler de mécanique purement, de mécanique du vol, d'aérodynamisme. Ça c'est des sujets qui nous viennent tous. C'est l'aviation générale quoi. Absolument. Et on va y coupler des sujets qu'on retrouve dans toutes les branches de l'aviation, que ce soit pour le pilotage d'avions de ligne, de petits avions, de planeurs, d'ULM ou d'hélico, comme la météo, très important bien sûr. La partie navigation, donc c'est l'étude des cartes, l'étude des systèmes qui vont nous permettre de naviguer. Et puis on va retrouver également toute une partie réglementation, et il y en a pas mal. Évidemment. Donc un sujet peut-être moins adoré par ceux qui débutent, mais qui est évidemment, comme tous les sujets, obligatoire et essentiel. Et du côté de la formation pratique, combien est-ce que ça représente en termes de nombre d'heures? Alors, si on parle pilote privé, la réglementation est simple, c'est la même que pour l'avion, c'est 45 heures de vol supervisé, c'est-à-dire 45 heures avec l'instructeur. Sur ces 45 heures, 35 heures sont consacrées au vol en double commande, donc avec l'instructeur qui est à côté,
Et 10 heures seront consacrées au vol solo, donc seul à bord, mais bien sûr préparé avec l'instructeur, supervisé par l'instructeur. Ça, c'est la formation pilote privé. Pour la formation professionnelle, on va passer par la formation pilote privé, puisque ça s'appelle une formation modulaire. On commence par le privé, ensuite on va effectuer une centaine d'heures en termes en mûrissement. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà pilote, on va louer une machine pour voler seul ou avec des amis, ou avec instructeur, si on veut se perfectionner durant ce mûrissement. Et on va atteindre un total de 155 heures de vol, qui auront donc inclus les 45 heures de formation initiale, plus le mûrissement. Et on va être apte à rentrer en stage professionnel pour être pilote pro, stage qui va durer 35 heures de vol. En fait, ce nombre d'heures, c'est un petit peu pour avoir de l'expérience avant d'entamer une... Exactement, absolument. D'où son nom, le mûrissement. Voilà, c'est ça. Quels sont les exercices types en vol qui sont vus pendant la formation pratique? On va retrouver énormément d'exercices, bien sûr, qui vont être abordés. On pense bien sûr à l'exercice qui peut être l'exercice pensé comme principal, qui est je sais tenir ma machine en vol, donc je sais déjà la tenir sur place. C'est ce qu'on appelle le stationnaire. Et alors ça demande énormément de temps d'apprentissage pour réussir à trouver cet équilibre qui est très délicat à tenir. Mais ce n'est pas l'exercice forcément qui va être très contraignant, puisque cet exercice va être abordé à chaque vol, puisque chaque vol passe par la tenue du stationnaire, donc on finit tous par y arriver. Donc ça, c'est un exercice très technique. Il y a quelques exercices très techniques qui demandent de la manipulation et trouver une finesse en termes de tenue de machine et donc de pilotage, de sensation aux commandes, mais on va aborder tout un tas d'autres exercices auxquels on pense un petit peu moins. Alors la navigation par exemple, donc déplacer l'hélicoptère d'un point A à un point B en respectant la réglementation, les espaces aériens bien sûr, prendre en compte sa météo, préparer son vol aussi. C'est un temps long, ça ne se fait pas en vol mais avant, et c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Et puis on va avoir quelque chose auquel on pense un petit peu moins mais qui est primordial, c'est la communication, la radiocommunication. Donc savoir parler avec les autres en vol, savoir communiquer avec une tour de contrôle, donc connaître tout ce langage et puis réussir à l'exprimer au bon moment, avec les bons termes. En suivant les bonnes procédures. Et en suivant les bonnes procédures. Faut-il être bon en maths pour piloter un hélicoptère? Alors, si on est bon en maths, on y trouvera certainement un peu plus de facilité, forcément. Pour autant, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire. On a quelques calculs qui vont s'effectuer lors de la préparation du vol. Des conversions Essentiellement, c'est ça. On va aborder alors, la multiplication, la division, l'addition. On retrouve toujours ça, un peu dans tous les métiers, finalement. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose de bloquant. L'idée qu'on en a, c'est je dois être bon en maths, sinon je ne pourrais pas faire pilote. Voilà. C'est faux. Déjà parce que lors des cours, on apprend ou on réapprend à faire certains calculs. Et puis on trouve aussi des astuces ensuite pour simplifier les choses. Certains appliquent des formules très compliquées pour calculer des choses nécessaires au vol. Il y a aussi des formules très simplifiées pour arriver au même résultat. Et nous, on est là pour transmettre justement ce savoir à ceux qui ont parfois un petit peu plus de mal. Donc c'est pas quelque chose de bloquant. La question qui fâche, combien est-ce que ça coûte en moyenne de passer sa PPLH? Ça coûte moins cher qu'une voiture. Alors ça dépend de la voiture. Ah voilà, c'est pareil. Évidemment. Mais comme on nous demande de faire du vélo aujourd'hui, faisons du vélo. C'est ça. Et puis à côté, faisons peut-être aussi un peu d'hélico, par exemple. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, ça coûte. C'est un vrai investissement. Alors on dit quand on aime on ne compte pas. Si, quand on aime on compte aussi, en fait, quand même. Le budget moyen pour arriver à finir sa formation, avoir une formation complète, on peut l'estimer à 30 000 €. Chez nous, le coût du devis initial, qui va comprendre l'intégralité de la formation, on est à 28 800 €. Et on peut rajouter donc quelques milliers d'euros pour aller faire le test, parce qu'il y a un test bien sûr final, et puis
les à côté, c'est-à-dire éventuellement les quelques heures supplémentaires qui seront nécessaires. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu me donnes un préfixe, mais Oui. en fonction des personnes, il y aura peut-être besoin de faire plus de temps. Exactement. Alors, ce qu'on constate, c'est que, et on l'espère, c'est qu'avec les moyens de formation qu'on met en œuvre, on arrive aujourd'hui à former les personnes sur un temps assez défini. Bien sûr, on parle d'un élève, puisque quand on est pilote d'hélico en formation, on est élève. Et donc, si on prend un élève assidu, normalement assidu, c'est-à-dire qui va venir régulièrement, qui va réviser son cours avant de venir, et puis qui va par lui-même aussi avoir cette envie, donc aller rechercher des informations. Qui dit détermination, qui vient souvent par une envie avec laquelle on est arrivé, et bien ensuite on a une détermination à vouloir aller au bout, à réussir les exercices, donc à s'entraîner pour ça, à réviser pour ça. On arrive aujourd'hui, pour tous, des temps de formation qui n'excèdent que de très très peu le temps initial. Okay. Chez LX Aero, on constate une formation qui peut s'effectuer en totalité autour de 50 heures de vol, avec des gens donc, qui arrivent à avoir leur PPL entre 45 et 50 heures, puis certains un petit peu plus. Voilà. Mais on n'est pas dans le cas qu'on peut prendre souvent en parallèle, qui n'est pas faux, de l'auto-école, où en fait on a besoin de ce permis de voiture, et puis finalement on s'aperçoit que la moyenne, c'est pas 20 heures de conduite, c'est un peu plus, voire beaucoup plus pour certains. Aujourd'hui, les standards qui sont mis par notre école et par l'aviation civile nous obligent de toute façon à avoir un suivi très précis de l'élève et un accompagnement très fort. Donc, bon moyen pédagogique, et puis de l'attention portée à l'élève, de l'envie de l'élève, et on arrive à ce budget-là de 30 000 euros. Bon, Corentin, donc là tu es dans le hangar dans lequel il y a une partie de nos hélicoptères. C'est ça. Donc tu vas faire ton initiation sur le simulateur Cabri, et donc voilà un Cabri. Ce sera sur cet hélicoptère-là, c'est ça. C'est celui-là, absolument. Donc là tu es sur l'un de nos deux Cabri, le Romeo Sierra. C'est son immatriculation. Ouais. Et je te le présente un petit peu. Donc extérieur, intérieur. Alors, première chose, il est beau. Il est très beau. C'est une belle machine. C'est une belle bête. Alors, petit hélicoptère à 2 places. Et si on regarde tout de suite un petit peu l'intérieur, donc tu retrouves ce cockpit avec l'écran de vol qui est en haut, l'instrumentation autour, et ces 2 sièges avec les doubles commandes, puisque sur hélicoptère, on a les commandes à gauche, les commandes à droite, et toi tu seras assis à droite, c'est ça. à la place du pilote. Okay. Donc cet hélicoptère Cabri, il est fabriqué par la société Guimbal Hélicoptère, qui est une société française basée à Aix-les-Milles, belle société, et qui depuis maintenant plus de 12 ans vend à travers le monde des hélicoptères de ce type-là qui sont vraiment pensés pour l'école. D'accord. Alors pourquoi c'est un hélicoptère moderne et très agréable pour nous? Tout simplement parce que il est confortable, ça c'est une chose, mais surtout il est sûr. Énormément de systèmes de sécurité. Ouais, comme par exemple par exemple, très simplement, des sièges ici qui sont certainement les meilleurs au monde, c'est des sièges anti-crash. Et qui permettent en fait tout simplement en cas de crash d'avoir une bonne espérance de s'en sortir presque en bonne santé, en cas de pouvoir recommencer à faire de l'hélico s'il y avait besoin. Ah ouais, ok. Mais au-delà de ça, c'est un hélicoptère qui a des systèmes très intéressants. Alors l'avionique est moderne dessus, on l'a vu avec ces instruments, mais on a également une très très bonne autonomie aussi sur la machine. Alors côté gauche, à l'intérieur, on a le réservoir sur lequel on peut mettre jusqu'à 170 litres d'essence. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et avec une consommation qui va être d'environ 35 litres heure, eh bien on arrive quand même à 4 à 5 heures d'autonomie sur la machine. Pour la taille de l'hélicoptère, en tout cas, j'imagine que c'est exceptionnel. C'est ça. Alors ça croise à une vitesse de 80 à 100 nœuds, ce qui va nous permettre de parcourir 500, 600, 700 km
avec l'essence qu'on aura mis. D'accord, avec un plein complet. Voilà. Ok. En standard, 500 à 700 km, c'est énorme. Surtout, comme tu le disais, pour une petite Pour une machine. petite machine comme Ça, celle-ci, c'est ouais. quelque chose qu'on apprécie, avoir de l'autonomie, c'est une bonne chose. Donc du confort à l'intérieur, des instruments modernes, une bonne autonomie et des systèmes assez innovants, que ce soit en termes de rotor principal que tu as là-haut. Ouais. Alors, on voit que la tête rotor, bon, elle est belle, hein, elle est composée de 3 pales. C'est une tête rotor comme on pourrait retrouver sur des hélicos assez connus, que sont l'écureuil, L'écureuil, ouais. par exemple. Tout simplement parce que Monsieur Gamal vient d'Airbus Hélicoptère à l'origine, Donc forcément, Eurocopter. voilà. Ça s'est transmis chez Ça s'est Gumball. transmis sur sa machine et ça s'est bien transmis. Donc on a une tête rotor moderne qui va être presque surdimensionnée par rapport à l'hélico et qui va donner surtout comme aspect à cette machine du dynamisme. C'est un hélico qui a un vrai dynamisme de contrôle aux commandes. D'accord. Sur l'arrière de l'hélicoptère, on a également un système très perfectionné qui est le fenestron. Donc composé de 7 petites pales ici. Ça va tourner très vite, hein, on l'a dit en briefing, Ouais. il y a plus de 5000 tours minute C'est ça, ouais. dessus. Et ça assure en fait de la sécurité au vol. Tout simplement parce que contrairement à un rotor classique, le rotor est intégré ici à la carène et va donc éviter que quelqu'un puisse tout simplement s'en approcher et avoir des problèmes en rencontrant le rotor arrière. Ouais. Au-delà de ça, ça nous garantit aussi de la sécurité lorsqu'on se pose près d'obstacles. Hein. L'hélico vient souvent se poser dans des zones assez exiguës. Il est plus petit, il est inséré dans la carène et donc il est éloigné en fait des obstacles. D'accord. Donc ça c'est une très bonne chose pour nous, pilotes, quand on rentre dans des zones assez C'est restreintes. exigu. Ouais. Et puis c'est aussi de la performance, parce qu'en fait ce rotor, il se retrouve dans sa carène et donc il ne va pas traîner au vent. En fait, lorsque tu voles vite, tout ce qui dépasse de ton hélicoptère est un frein, ça crée de la traînée, ce qui n'est pas le cas du coup de ce rotor. Donc on gagne en performance en D'accord. fait. Donc sécurité, performance, et puis c'est joli. Et nous on aime bien ce qui est joli. Voilà. Donc tu retrouves à l'arrière, comme je te disais, sur la dérive, l'empennage vertical ici, tu peux voir qu'il n'est pas totalement symétrique. On le voit bien là. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir besoin de moins de pieds, ce fameux pied droit, que tu vas pouvoir retirer petit à petit lorsque tu prends de la vitesse. D'accord. Voilà. Alors la motorisation qu'on retrouve sur l'hélico, c'est une motorisation, comme je te le disais, à piston. Donc un moteur américain Lycoming qui peut développer jusqu'à 160 chevaux. Donc, alors c'est un moteur qui est d'une conception, d'une vieille conception en fait. Hein. Il date, mais Gumball y a apporté quelques modifications. Notamment 3 modifications majeures pour nous. La première, c'est d'avoir non pas un échappement libre comme sur les autres hélicos à piston, mais un silencieux ici. D'accord. Donc au bout de l'échappement, ce silencieux va permettre de réduire le bruit moteur Les nuisances sonores. et donc les nuisances sonores associées. Ce qui en fait d'ailleurs l'hélico le plus silencieux au monde, hein, faut savoir. Ouais. C'est une belle chose et c'est important aujourd'hui d'aller vers ça. Alors c'est pas que le silencieux qui fait ça, hein, c'est toute la conception de la machine au niveau des pales, du fait qu'il y a un fenestron, donc ce rotor particulier à l'arrière, qui font que le bruit, la nuisance est plus faible que sur d'autres. D'accord. Donc un silencieux en sortie de moteur, ça c'est une première. Deuxième chose, on va avoir un moteur qui a été entièrement caréné et ça va permettre de travailler en fait la circulation de l'air et donc le refroidissement. Ce système va donc permettre un super refroidissement du moteur et éviter la surchauffe moteur. D'accord. Ce qui est un peu le problème sur certains hélicos qui vont avoir tendance à chauffer très fort dans des phases de vol où on n'avance pas et donc où on n'a pas d'air qui circule naturellement autour du moteur pour le refroidir. Okay. Donc carénage intégral avec un gros ventilateur qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur et qui est entraîné par le moteur en permanence et donc très bon refroidissement. Et la troisième chose intéressante
qui est un développement Gimbal hélicoptère, c'est le fait qu'on ait un double allumage, c'est-à-dire que les bougies du moteur qui fournissent l'électricité qui va permettre l'explosion sont alimentées par 2 systèmes. Pour la sécurité, on a doublé le système. Ouais. Et l'un de ces 2 systèmes n'est pas un allumage classique, puisque les allumages classiques sont des allumages de type magnéto, donc entraînés par le moteur, et qui fournit une électricité constante aux bougies. Eh bien, on a un allumage de ce type et un autre allumage, dont on voit les fils ici rouges. Eh bien, c'est un allumage de type plasma. C'est donc un allumage électronique. Un allumage donc plus fin, plus précis, et qui va en fait augmenter la performance du moteur, son rendement. On a donc un hélico qui se retrouve à être mieux refroidi, plus performant et plus silencieux. Tout ça avec le même moteur qu'on va retrouver sur d'autres machines. C'est ça. C'est une bonne chose. C'est une très bonne C'est chose. une très bonne chose. En fait, que des avantages, quoi. Que des avantages, absolument. Absolument, que des avantages. Pour la petite visite, eh bien, faut savoir qu'il y a aussi également un coffre à bagages. Alors, coffre qui va permettre, plutôt spacieux absolument pour cette petite machine, et puis séparé de la cabine avant. Donc on y met ses bagages à l'arrière. Alors ça peut emmener jusqu'à 40 kg. Oui. Et l'équivalent de 2 valises cabine. Hein, D'accord. c'est à peu près ça qu'on imagine. C'est toujours bien d'avoir cette place-là, on aime bien. Et donc on retrouve la place droite, alors ce qui me permet de te montrer un petit peu la manipulation des commandes. Donc tu retrouves un cyclique tenu main droite, d'accord ? Et ce cyclique, on l'a vu, il a la possibilité d'être manœuvré sur 360 degrés, d'accord ? D'accord. Alors ce cyclique va faire basculer ton disque rotor et t'entraîner vers là où tu bascules le disque rotor, d'accord ? Donc nous on avait vu, on peut mettre du manche en avant, en arrière, à gauche ou à droite pour les virages, et ça va entraîner la bascule du disque. Le pas général qui lui est tenu dans la main gauche, donc je peux te le montrer ici en le déverrouillant. Donc lorsque j'actionne le pas général, que je peux monter ou descendre, et bien si tu regardes maintenant ta tête rotor, on va voir que lorsque je le tire, je déplace des biellettes qui poussent les pales, les 3 pales en même temps, et qui du coup changent leur inclinaison. Donc on a une instrumentation sur cet appareil plutôt classique, avec une particularité, c'est que ça va reprendre un peu ce qu'on retrouve sur des machines plus grosses, des machines modernes, et bien cet écran là ici qu'on appelle l'EPM, Electronic Pilot Management, sur lequel on retrouve de façon synthétisée et très claire, et bien tout ce qui va intéresser le pilote pendant son vol, à savoir la puissance qui va pouvoir être affichée sur cette partie-là, la vitesse de rotation du moteur et du rotor à travers les aiguilles et l'arc qu'on voit ici, la consommation de l'essence et le volume d'essence restant sur cette partie, et ici toutes les températures et les pressions du moteur. D'accord. Donc sur cet instrument très synthétique, à l'aide de couleurs, ce qui nous facilite le travail, et bien on peut voir l'état général en fait de son vol, l'état général du moteur, et puis la puissance qu'on va tirer pendant le vol. Voilà. Ok. Et puis autour, on retrouve une instrumentation assez classique, ouais. Avec un anémomètre ici, un conservateur de cap là, un altimètre, le variomètre pour savoir si on monte ou si on descend, un horizon artificiel ici, une bille pour être attaque oblique nulle pendant le vol et donc avoir un vol symétrique, et en dessous ici un instrument qui va être relié à ce qu'on appelle à des balises VOR, et donc ça va nous permettre de nous guider en fait à travers des balises. On va récupérer le signal des balises qui sont disposées un peu partout en France, et on va pouvoir du coup aller vers elles ou s'en éloigner en fait. Donc c'est un instrument de navigation. D'accord. En dessous, on va avoir quelques switches qui nous permettent de déclencher des systèmes. D'accord. Ici le transpondeur sur lequel on pourra mettre
eh bien, la partie d'affichage du code qui va nous être attribué pour un vol par un contrôleur. Et en dessous, on va avoir la radio et le GPS. Donc là, c'est un Garmin 650 qui est tactile et qui va donc nous permettre à la fois de communiquer, mais aussi de naviguer grâce aux informations et à la cartographie GPS. Avant d'enlever la pause, avant de commencer à voler, je te donne quelques notions. Premièrement, à l'intérieur, donc sur l'instrumentation, on retrouve la planche de bord que tu avais vue, avec ici ton anémomètre. Le badin, ouais. D'accord. On est actuellement à 50 nœuds. Okay. Les valeurs qui vont nous intéresser, c'est 50, c'est 80 en croisière, et ça peut être 100 en vitesse max. Ouais. D'accord. Ensuite, l'altitude. Alors on est avec une élévation terrain là en bas, dans cet est canadien qui est proche de 0. Donc on est à 400 pieds de hauteur actuellement. Okay. Autre instrument qui peut t'intéresser, la puissance ici. Donc ton moteur qui fait 160 chevaux, eh bien, aura obtenu ses 160 chevaux si tu es à 100%. Ok, donc là on est un petit peu en dessous. On est légèrement en dessous, on est en forte puissance. Et tu constateras tout à l'heure, quand tu vas voler, que pour tenir un palier, à 80 nœuds, tu vas avoir besoin d'environ 70 à 80% de puissance. D'accord. D'accord ? C'est l'ordre d'idée que je peux te donner. Et environ 50 à 60% de puissance pour tenir 50 nœuds. Ok ? Donc c'est pas trop dur à retenir. 50 nœuds, 50%, 80 nœuds, 80%. D'accord. D'accord ? Ça marche plutôt bien. On dégrossit déjà comme ça. Et évidemment, la puissance que tu tires est en fonction du pas que tu mets. Plus tu lèves le pas, plus ça sort de la puissance. Et donc plus tu en affiches. Okay. Les autres instruments n'ont pas d'intérêt pour cette initiation au vol, pas d'intérêt direct. On pourrait avoir envie de regarder ici un petit peu le variomètre pour savoir si on monte ou si on descend. La réalité, c'est qu'on sait que cet instrument a un peu de retard dans l'affichage. En général, il y a 5 à 10 secondes de retard. Exactement. Donc il est beaucoup mieux d'essayer de le sentir et de le visualiser. Donc c'est dehors que ça se passe. Okay. On se rappelle, aussi bien l'anémomètre que l'altimètre vont te servir comme instrument de contrôle. On peut y ajouter soit la boussole à l'extérieur, même si elle est peu visible ici, soit plutôt le conservateur de cap, ici, qui te servira de boussole améliorée, si je te donne une orientation à suivre. D'accord. Ok. Maintenant à l'extérieur, alors ce qu'on voit, il fait plutôt beau. Je te mets une petite couche nuageuse quand même, parce que c'est pas plein été non plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, je vois passer mon disque rotor. Alors là, on est face à la montagne, mais après, tu vas peut-être virer à gauche pour longer ce bras de mer, là. Et tu verras que ton rotor, tu le vois suffisamment. D'accord. Et donc, tu pourras apprécier l'écart entre l'horizon que tu imagines, l'horizon terrestre, et ton disque rotor. D'accord. Ok. Je vais enlever la pause et puis on va débuter tout simplement par une tenue comme ça vient, je dirais, de ta machine, si possible en ligne droite, d'accord, et à une certaine vitesse, pas forcément précise, mais qu'on essaye stable. Et pour ça, dehors, on va essayer d'être stable. Ok. C'est une prise en main un peu directe. Quand tu es prêt, tu enlèves la pause et tu ne réagis pas dans la première seconde, tout va se recaler certainement comme il est resté longtemps en pause. Ok. Tu peux enlever la pause quand tu veux. Voilà. Et tu peux agir. Voilà. Un peu de marche en avant, plus en avant. Oui, encore. Oui, encore un peu. Oui. Ok. Ah ouais, d'accord. Très bien. Donc il va te falloir une petite minute pour commencer à sentir les choses. Je te conseille d'avoir un petit peu plus de manche cyclique en avant pour avoir une inclinaison un tout petit peu supérieure et donc un peu plus de vitesse. Tu regarderas ton anémomètre, tu vois que tu as vitesse faible. Ah ouais, ok. Et plus tu vas être rapide, plus il va être stable. Très bien, bonne réaction. Ok. C'est dur à gérer. Merci, heureusement. En fait, il y a des. Disons, comme ça bouge sur
quasiment tous les axes, Oui. c'est assez dur Oui. à stabiliser, quoi. Alors tu le fais déjà très très bien, hein. C'est déjà très bien parti. Alors, pour t'aider, ce que je te propose, c'est moi qui te fixe un point de repère Ouais. que je viens de te donner avec le point rouge, là. Donc entre les deux petites montagnes, on va longer le bras de mer. Et tu prends donc ce point de repère déjà. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à l'écart entre l'horizon Mhm. et ton rotor que tu vois bien au-dessus. Ouais. Ton écart, il est stable. Et du coup, ta vitesse est stable. Tu es à environ 50 nœuds. 52. Tu peux déjà retenir ça. Cet Ouais. écart-là, c'est 50 nœuds. D'accord. Ok. Ok. Ce que je te propose, c'est de diminuer cet écart en mettant un peu plus de manches en avant. Parfait, encore un peu. Encore un petit peu. Voilà. Et conserver ce nouvel écart. Et on va voir ce que ça donne en termes de vitesse, une fois qu'il aura fini d'accélérer. Ok, ouais, on est. Ok, bravo. Ton écart est plutôt stable. Et tu peux maintenant commencer à regarder la vitesse obtenue. Ah, on est autour des 90 Tu nœuds. vas être vers les Ouais. 90 nœuds. Ok. Donc ça te donne une petite notion De la vitesse. de la vitesse par rapport à l'écart tenu. D'accord. Ok. Alors, on y ajoute quelque chose aussi, puisque tu es à l'aise tout de suite. Mhm. Eh bien, c'est la puissance qu'on a. On voit qu'on tire beaucoup. Ouais. Je te propose de diminuer un peu cette puissance vers les 80-90%. Ok. Parfait. Et puis maintenant, tu vas chercher à avoir la sensation de ni monter ni descendre. Et pour ça, bah, tu regardes principalement dehors. Et tu pourras ensuite venir jeter un petit coup d'œil sur ton altimètre pour voir ce que ça donne. On est à 2300 pieds, si tu es d'accord avec moi. Ouais. Et ben tu voles quelques instants comme ça pour essayer de trouver un vario 0, donc un palier en fait, et essayer de conserver tes 2300 pieds avec cette puissance-là. Et tu l'as déjà quasiment trouvé. Et tu constates que tu es Ouais. à environ 85 nœuds pour environ 85%, c'est assez facile à retenir. Par contre, on continue. Ah non, ça c'est stabilisé l'altitude, mais on peut Ouais. le garder un petit peu. Ouais, ça y est, tu es très Et stable. Tu as le droit d'éviter la montagne si tu veux poursuivre ton initiation. C'est mieux. Très bien, et très naturellement, tu es venu faire une petite inclinaison à gauche, très stable, c'est parfait. Voilà. Bon, un jeune pilote élève planeur, forcément, a tout de suite, C'est ça, il y a un petit Un peu de ressenti. facilité. Voilà, c'est ça. c'est très très bien, mais ça va me permettre d'aller assez loin avec toi Ouais. sur l'initiation. Alors, c'est parfait, tu pourrais continuer comme ça des heures durant, ça se voit. Hein. Alors on va se rajouter une petite notion maintenant. Mhm. Et pour ça, je te propose de mettre pause. Parfait. Regarde justement ton écart de pied. Qu'est-ce que tu constates? Bah là, il est assez important. Alors, je sais pas si c'est exactement la. Alors même là, configuration, mais, on peut dire que tu as un peu de pied à droite. Oui, j'ai un peu de pied à droite. Tu as un ça, peu de c'est pied à sûr. droite. Ok. Et si on se rappelle, le un peu de pied à droite, il sert principalement quand on tire de la puissance, Mhm. mais qu'on est à vitesse lente, voire nulle. C'est-à-dire qu'on est en stationnaire, par exemple. On Ouais. avait dit, tiens, pour contrer l'effet de couple, il me faudra du pied à droite. Mais là, du coup, on Et là, on a de la beaucoup vitesse. plus vite. Ouais. Donc ta dérive à l'arrière est efficace. Et si tu regardes, toi qui as peut-être des notions de bille, Ouais. ta bille est à gauche. Mhm. Ta ficelle, ici, Ouais. elle tire un peu à droite. J'ai pas un vol totalement symétrique. Absolument. Si tu veux être attaque oblique nulle et rendre ce vol symétrique, il te faut chasser la bille et attirer la ficelle. Il y a la petite phrase qui dit le pied chasse la bille et attire la ficelle. Ouais. Alors nous, on parle de ficelle parce que nous, on fonctionne à la ficelle, Mhm. d'accord, et pas à la bille, mais ça revient au même. Soit je regarde ma bille et je me dis il me faut du pied à gauche pour la centrer, Mhm. soit je regarde ma ficelle et je me dis il me faut du pied à gauche pour la centrer aussi et en la tirant vers D'accord. la gauche. D'accord. Ok. Donc bah, tu vas, pendant la suite de ton vol toujours en ligne droite et en palier, tu vas essayer de travailler un petit peu ton pied pour avoir une bille centrée, mais j'aurais tendance moi à dire plutôt une ficelle centrée. Oui. On va s'intéresser plus à la ficelle. D'accord. Ok. Bah, quand tu veux, tu regardes au loin quand tu enlèves la pause.
Et c'est parti. Excellent. Donc tu viens de faire la correction de pied. On se retrouve avec des pédales qui sont plutôt symétriques. Ouais, D'accord, tu n'as ouais. plus de pied spécifique gauche ou droite. La bille se retrouve centrée et la ficelle centrée. Tout ça avec une vitesse stabilisée autour de 90 nœuds. C'est ce qu'on avait dit en briefing, hein, à haute vitesse, eh bien, il n'y a plus d'action pied droit nécessaire. Et on se retrouve avec des pédales à peu près symétriques. Bravo. Merci. Super. Un point de repère à droite. Ok. Ok. Très joli. Ok, très joli, bravo, l'inclinaison super, bien tenue, et l'altitude très peu de variation aussi, c'est tout à fait acceptable. C'est super. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Si vous êtes intéressé par un volant simulateur, je vous mets tous les liens d'Helix Aero en description. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo le mois prochain.